On voit François Cluzet à l'image qui va tirer pour les 4 minutes. Voilà, 4 minutes, on est à 4 minutes du départ, l'envoi du pavillon P, ça signifie que les concurrents sont en course maintenant. À cet instant, les membres des équipes techniques et les proches doivent avoir quitté le bord. Ils sont considérés en course, hein, Morgan, on est d'accord. Hein. C'est pas le départ donné, mais en course. Ouais, c'est ça, en fait, c'est à partir de 4 minutes, donc plus personne à bord, plus de moyen d'avoir d'aide extérieure. Donc c'est à partir de ces 4 minutes-là que le bateau est officiellement en course. Donc là, on peut visualiser la ligne de départ. On se rend compte que tous les bateaux donc, sont vraiment sous le vent de cette ligne de départ et commencent à se rapprocher, à converger un petit peu, et voilà, on peut s'attendre à les voir sur une ligne on va voir des qualités. On va voir la ligne de départ matérialisée maintenant. On va l'apercevoir, ce qui va nous permettre, on l'avait il y a quelques secondes, permettre de voir où se trouvent les bateaux qui d'un seul coup se sont tous rapprochés les uns des autres. Hein, ça ligne quoi, petit à petit. On va retrouver, je crois, Alix Lanos qui est sur les pontons très vite avant le départ. Alix, pour nous donner des nouvelles de Bertrand de Broc. Alix ? Je vous ai pas entendu, Stéphane. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de Bertrand de Broc? Alors écoutez, pour l'instant, pas de nouvelles. On attend l'arrivée du bateau. Je crois qu'il est entré dans le chenal. Son équipe est en train de l'attendre, puisque malheureusement, donc, il rentre au port. Pour l'instant, pas plus de nouvelles. Pas plus de nouvelles, mais vous savez qu'il va revenir en tout cas. Vous mais il revient. Hein, oui, je confirme. Là, les journalistes commencent à arriver et on l'attend tous. Merci beaucoup Alix, à tout à l'heure pour plus d'informations. On va avoir un décompte, j'espère, pour nous dire précisément. On doit être à moins de 3 minutes à mon avis du départ maintenant, Morgan. Et les bateaux, oui, d'un seul coup, se sont remis en ordre de marche dans le bon sens. Effectivement, donc on se retrouve. Là, on voit la bouée, hein, je crois. Voilà. Alors, il y a juste quelque chose d'un peu étonnant, c'est qu'on voit le bateau espagnol qui n'a pas encore hissé Acciona, qui n'a pas hissé sa voile d'avant, donc peut-être un problème technique ou voilà, volonté de sa part. Donc voilà, on sent que là, les skippers sont accrochés à la barre. Ouais, ils se retiennent un peu là pour pas franchir la ligne trop vite. En fait. Il n'y a qu'à tirer sur la barre pour que les bateaux accélèrent, démarrent. Donc voilà, là c'est l'idée, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est d'ajuster un petit peu le timing entre ralentir le bateau pour pas être trop tôt et en même temps garder de la vitesse pour pouvoir être le plus près possible de cette ligne-là au moment du départ. Donc voilà. C'est vrai, vous aviez raison tout à l'heure, il faut relativiser aussi. Il part pour 3 mois. Et c'est juste le franchissement d'une ligne. Après, ils auront largement le temps de rattraper les autres. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que donc là, il y a différentes configurations de voiles. On a des bateaux qui sont un petit peu moins toilés que d'autres, qui ont un riz dans la grande voile. Et on a aussi des différences de performance au niveau des bateaux. Donc on va avoir les bateaux de dernière génération comme Massif, Banque Populaire, Virbac, etc. qui vont rapidement s'échapper un petit peu par l'avant du peloton. Et les bateaux un petit peu moins rapides comme celui d'Alessandro Di Benedetto, on va avoir Tanguy de la Motte qui seront un petit peu relégués en queue de peloton assez rapidement. Voilà, donc ça vous montrera un petit peu ces différences de potentiel de performance entre les bateaux qui sont visualisables directement sur l'eau. On a vu le bateau du comité de course. Je ne sais pas si on va pouvoir entendre le président du comité de course qui va donner un décompte. Voilà. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minute. On est à 1 minute du départ de la 7e édition du Vendée Globe. C'est étonnant, hein, cette image. Ouais, c'est étonnant. On voit quand même qu'il y a des bateaux qui mettent le frein, quoi. Je pense qu'il y a des bateaux qui sont vraiment proches. Je pense à Energa justement, qui est vraiment le nez sur la ligne, qui a, d'après moi, va avoir un peu de mal à contrôler un peu son avancement et qui est un petit peu chaud parce que 1 minute ça passe vite. On voit vraiment que là il n'a pas le droit à l'erreur. Donc voilà, je pense qu'il va quand même réussir à peut-être contenir. Oh là là. Mais bon, ça sent pas bon, voilà. Ah oui, ça va être difficile. Voilà. Donc, clairement, on va retrouver François Cluzet sur le bateau. Maintenant, on le voit. Ah oui, pour Energa, à mon avis, il a mordu, comme on dit. Et pour Quito de Pavance, ça va être compliqué aussi. Voilà, François Cluzet, départ dans 10 secondes pour le départ. Je vous laisse écouter. 4, 3, 2, 1. Appel individuel. Voilà. Applaudissements du public ici sur le plateau. La 7e édition du Vendée Globe, c'est parti. Départ donné par François Cluzet. Alors il y a, à mon avis, il y a 2-3 vols de départ volés, je pense. On a 3 bateaux, rappel individuel. On va avoir le Massif, on le revoit d'ailleurs, Massif qui revient. C'est d'ailleurs une manœuvre assez risquée. Oh là 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 là. Et on a donc 2 autres bateaux, le bateau du Polonais et puis aussi le bateau de Quito de Pavance. De Quito de Pavance aussi, je pense. Hein. Ils ont été 3 à rappeler. À repasser sur la ligne de départ, c'est impressionnant là, le Massif au milieu des autres. Ouais, c'est d'ailleurs assez risqué ce qu'il a fait François, mais bon voilà, il a été un petit peu gourmand, je pense qu'il voulait faire plaisir à ses partenaires
en voulant partir un peu tôt. Et puis voilà, c'est ce qui arrive un peu quand on est trop gourmand dans ces moments-là. Donc mais c'est chaud là de couper quand même la route des autres. C'est surtout qu'il est clairement pas prioritaire à ce moment-là. Donc voilà, faut faire attention. Et je pense qu'il y a une émotion qui est pas forcément contrôlable dans ces instants. On a envie de faire vite et souvent il faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est la fougue de la jeunesse. C'est facile à dire de l'extérieur, mais voilà. En tout cas, c'était quand même un beau départ dans l'ensemble. On a vraiment on sent qu'il y a des régatiers qui sont là. On voit PRB qui redescend. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc il a peut-être été rappelé par la VHF. Donc c'est la radio qui permet de prévenir les concurrents. Là, on voit effectivement les demi-tours. Voilà, je crois que c'est le Energa qui revient aussi. On voit Groupe Bell évidemment qui revient aussi. C'est les deux bateaux qui mettent un petit peu de temps à percuter pour revenir, parce que la vision de la ligne qu'on avait nous, ils l'ont pas du tout de l'intérieur. Ils savent pas trop se situer par rapport à la ligne. Oui, exactement. Nous on a la ligne. Voilà, ils ont tellement de choses à faire que c'est hyper dur de se positionner par rapport à ça. Donc ils ont été avertis par le comité de course qu'ils étaient au-dessus de la ligne, mais le temps qu'ils mettent en place les manœuvres pour pouvoir revenir, on voit Vincent qui est en train de manœuvrer, qui s'énerve pas d'ailleurs sur le bateau, qui est relativement serein, mais bon, tout ça demande un petit moment, et puis voilà. Et tiens, on va retrouver Alix Lanos très vite pour l'information. Bertrand De Broek sur le ponton. Alix. Oui, Stéphane. Oui, on vous écoute. Eh bien, écoutez, on attend là, les préparateurs de Bertrand De Broek s'activent un petit peu, donc je pense que le bateau va pas tarder à arriver. J'ai entendu dire qu'il aurait heurté un rocher en sortant du port. Voilà, pour l'instant, c'est les seules infos supplémentaires que je peux vous apporter. Merci Alix de cette information. Vous disiez effectivement un trou dans la coque qui a eu un choc, c'était étonnant. On est avec Vincent Rioux à bord qui va revenir pour reprendre son départ. Pour les autres, c'est parti. On a vu, c'est Louis Burton, il me semble, qui mène la flotte. C'est marrant, on a vraiment beaucoup de bateaux qui étaient, en tout cas visuellement à l'écran, qui n'étaient pas au-dessus de la ligne. On a Banque Populaire qui fait demi-tour. Voilà, c'est assez étonnant, je dirais. Voilà, peut-être qu'on n'avait pas forcément la bonne vision de ligne. Peut-être que le drapeau dont parlait le comité de course tout à l'heure était plus en retrait du bateau, du gros bateau qui donnait le départ avec François Cluzet notamment. Donc du coup voilà, en tout cas maintenant les bateaux s'élancent. Banque Populaire a été averti assez tard d'ailleurs qu'il était au-dessus de la ligne, donc il va faire encore plus de route que les autres pour devoir revenir sur cette ligne de départ. Mais voilà, en tout cas ces petits copains l'ont pas attendu, ils sont partis. Psychologiquement, ça joue pas de prendre un bon départ ou pas. Forcément, en tant que comme compétiteur, et comme je connais justement Jérémy et Armel et François qui sont des compétiteurs avant d'être des aventuriers. Ça fait un peu de mal parce que on voit les petits copains s'en aller, on voit les longueurs finalement s'augmenter, mais voilà, ils reviendront très rapidement sur la tête de flotte, et puis ils ont des bateaux suffisamment compétitifs et ils sont suffisamment intelligents pour pouvoir compenser un petit peu leur retrait qu'ils ont sur le départ, et je pense que ça leur donnera peut-être même encore plus d'énergie, et ça leur forcera justement à sortir un peu les crocs pour pouvoir rejouer les avant-postes. Marc Guillemot a pris les rênes, on dirait, sur son bateau Safran. Effectivement, on a Marc Guillemot, on avait Bureau Vallée tout à l'heure qui était assez bien positionné plutôt au vent, donc avec un décalage latéral à son avantage. Mais bateau très léger, très puissant. Exactement. Donc Marc Guillemot, en fait, il a pu bénéficier de la technologie du groupe Safran qui sont partenaires pour réoptimiser sa machine qui était déjà engagée sur l'édition précédente. Donc il a en tout cas un des meilleurs bateaux de la flotte, les plus au point et les plus rapides en termes de potentiel de performance. Ah, c'est une belle image, ça. Les traces que laissent les 60 pieds. Alors là, avec le vent qu'ils ont, ils font cap direct sur le Cap Finistère. Ils doivent pas être très loin de la route. Je pense qu'ils sont un peu sous la route quand même. On a du vent d'ouest, donc ils doivent être légèrement sous le Cap Finistère. Donc voilà, le vent en tout cas dans la nuit devrait tourner au nord-ouest, qui à ce moment-là leur permettra de faire route directe sur le but, et puis qui leur permettra aussi d'ouvrir un petit peu les voiles, donc d'accélérer un petit peu par rapport à cette nouvelle direction de vent. Voilà, il peut peut-être y avoir sur ce début de course des options, des bateaux qui vont se décaler un petit peu en latéral par rapport aux autres. Voilà, et là on se rend compte, il y a des belles images d'ailleurs, on se rend compte qu'il y a quand même rapidement des écarts après le départ sur les bateaux, que ce soit en termes de positionnement, de choix stratégiques, mais aussi de potentiel de vitesse des bateaux, où les bateaux les plus rapides ont tendance à quand même s'échapper un petit peu par rapport aux autres. Voilà, on voit le maître Coq, le Jean-Pierre Dick, Mike Golding qui sont là. Je vous rappelle, si vous nous rejoignez à l'instant, que Bertrand De Broek a fait demi-tour vers le port des Sables d'Olonne, où on l'attend au ponton en raison d'une voie d'eau qui pourrait être due, nous disait Alix Lanos il y a quelques minutes, à un choc avec un rocher en sortant du chenal. On verra ça dans quelques secondes. En tout cas, Alix Lanos, dès que vous aurez des informations,
vous pourrez nous les donner et on entendra peut-être d'ailleurs Bertrand de Broc d'ici la fin de cette retransmission. On est avec Bernard Stam sur le Cheminée Poujoula. Vous voyez, ça tape, ça va. Hein. Non, ça va, c'est relativement confortable comme condition. Alors il y a un autre truc aussi que j'ai pas évoqué tout à l'heure. Faut savoir, c'est qu'à ces angles-là de vent, de remontée au vent avec les bateaux, donc les bateaux qui sont en retrait un petit peu sous le vent sont un petit peu déventés par les bateaux précédents. Donc, ce qui explique un petit peu cette géométrie de la flotte finalement, où les bateaux qui sont devant ont tendance à repartir encore plus devant parce que justement ils ont un vent favorable, ils ont de l'air frais comme on dit. Et alors que les bateaux qui sont un peu plus en retrait sont plutôt déventés derrière les voiles qui sont quand même relativement importantes de ces bateaux-là. On essaie de joindre des gens sur mer, évidemment. C'est pas toujours simple. On devrait avoir au téléphone dans quelques instants, on l'espère en tout cas, Jean-Paul Roux, le directeur de Mer Agitée, qui suit très près Massif, qui est l'écurie de course au large de Michel Desjoyaux. Également Christian Lepape, le directeur du pôle France Finistère course au large. Alors qu'on voit ces belles images de ces bateaux, de Jean-Pierre Dick et de Jérémy Bayou bord à bord. Ils s'y retrouveront peut-être d'ailleurs dans plusieurs milliers de milles, parce qu'on a vu des images assez étonnantes il y a 4 ans de bateaux qui étaient encore à vue, alors qu'ils étaient depuis longtemps en mer. Ça risque d'être un peu le cas sur cette édition. Vous pensez que si évidemment il n'y a pas de casse, s'il n'y a pas de problème, c'est difficile de se prononcer par rapport à ça pour l'instant. Ça va vraiment dépendre des conditions rencontrées déjà. Ça va dépendre aussi des casses éventuelles. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'établir un pronostic vis-à-vis de cette course parce que le niveau en tête de flotte sur les 6 premiers est très homogène. Donc on pourrait faire des podiums à 4-5 bateaux, mais vraiment donner une hiérarchie, établir une hiérarchie par rapport à la victoire et aux 2-3 premières places, c'est très difficile. Donc voilà. Donc Marc Guillemot, Louis Burton et Tanguy de la Motte. On va dire que c'est le trio pour l'instant de tête en tout cas. Ouais, on peut partir là-dessus. On peut dire ça comme ça, 8 minutes après le départ. Pour être honnête, des positions qui vont évoluer très rapidement. Des bateaux comme Virbac, Maître Coq, c'est même Massif qui était pas forcément bien au départ. Massif et Banque Populaire, je suis persuadé qu'au pointage de ce soir, dans la nuit, ils seront déjà en tête de flotte. Vous pensez dès ce soir, déjà des écarts un peu importants peuvent déjà se creuser entre les bateaux anciens et les bateaux neufs? Ouais, je suis convaincu. Et pourtant, c'est pas forcément des allures où les différences de vitesse entre les bateaux se visualisent. Mais clairement, les bateaux performants sont clairement avantagés quoi qu'il arrive, peu importe les conditions. Et surtout sur des débuts de course où les skippers vont exploiter les machines à 100% de leur potentiel. Donc ça amplifie un petit peu cet écart de performance. Le premier classement, on l'attend un peu fébrilement, j'imagine. Le soir, il est important pour la tête. Alors j'ai pas forcément étudié les conditions comme il se doit. Je ne saurais pas dire s'il vaut mieux partir justement sur la tête de flotte, s'échapper par devant pour profiter des conditions peut-être plus propices à la performance. Ce que je sais, c'est que tant bien même un bateau va prendre de l'écart en début de course, ce qui compte, c'est le résultat final. Je vois des personnes comme Jean Le Cam notamment qui sont des très bons marins et qui ont qui sont partis avec un riz dans la grand voile qui n'est pas la configuration optimale du bateau. C'est des gens qui se disent les jeunes fous, on va les laisser partir, ils ont qu'à y aller là et prendre de l'avance. Par contre, moi dans 2 mois j'aurai encore le couteau entre les dents, mes voiles elles seront intactes et puis je mise sur l'expérience par rapport à ça et je les doublerai en temps normal. Ce qu'il faut vraiment penser, c'est que c'est plus qu'un marathon. Quand on regarde des images de course à pied et de marathon, on voit des gens qui partent en sprint, et ces gens-là souvent on les revoit pas à l'arrivée, quoi. Donc c'est ça dont il faut se méfier un petit peu sur ce type de course et sur les courses aussi longues. Voilà le leader actuel de la flotte, Marc Guillemot, qui est rentré à l'intérieur de son bateau. Il peut faire quoi là maintenant à ce moment-là? Il peut être sur ses fichiers météo, il peut... Donc là pour observer un petit peu l'angle des bateaux, j'ai l'impression qu'ils sont un tout petit peu plus abattus que le près, donc ils doivent être certainement sur la route directe. Donc là ils sont directement sur le Cap Finistère qui est à peu près à un peu moins de 500 km des Sables d'Olonne. Donc je pense estimé dans peut-être demain en fin de journée où faut voir vraiment en fonction des vitesses des bateaux, mais c'est à quelques jours. Après il est assez rapidement passé sous pilote automatique, peut-être pour faire un check à l'intérieur du bateau, voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de voie d'eau, si tout est bien réglé, etc. Donc ou peut-être simplement communiquer à la radio avec un concurrent ou s'occuper à d'autres occupations finalement. Là ils sont sous pilote auto, vous pensez? La plupart, là on a vu Jean-Pierre. Quand il y a personne à la barre ou quand les marins vont régler les voiles, la barre elle tient pas droite toute seule, donc il faut mettre le pilote automatique. Donc sur le pilote automatique il y a plusieurs modes différents.
Il y a ce qu'on appelle le mode compas, qui est le mode qui va tenir un cap, finalement un waypoint, ou voilà, une cible de vent en termes de direction par rapport à la rose des vents. Mais après, on va avoir des modes, par exemple, différents, où le bateau va plutôt se caler par rapport à l'angle du vent. Qu'est-ce qu'il fait? On peut voir l'image peut-être embarquée, on la voit, oui. Donc j'ai un peu raté l'image là, mais on va peut-être la revoir. Il était au winch en fait. Donc au winch en général c'est pour régler les voiles, hein. Dès que le skipper va activer les winch, ça va être pour pouvoir régler ses voiles, donc soit remettre de la puissance, soit évacuer un petit peu de puissance dans le bateau. Mais là on sent que les bateaux globalement sont plutôt un peu sous-puissants. Je pense que les marins étaient en sortant du port assez conditionnés pour pouvoir avoir des conditions assez musclés, ont toilé les bateaux en conséquence, sont un petit peu formatés et programmés pour avoir des conditions un peu plus violentes que ce qu'ils ont, et du coup ils se retrouvent un peu sous-puissants par rapport à leur machine pour le moment. Donc voilà, le but c'est de régler, de reborder un petit peu les voiles, de tirer sur les écoutes pour remettre de la puissance. C'est des bateaux qui sont quand même dans l'ensemble surpuissants et plutôt inconfortables, de plus en plus, non? Effectivement, donc plus en plus inconfortable, parce que la tendance des évolutions architecturales des bateaux, c'est de remettre du volume sur l'avant. Donc comme on le disait tout à l'heure, c'est des machines qui sont faites en carbone. Donc qui dit carbone dit rigidité, dit performance, mais dit aussi beaucoup de bruit. Quand le bateau va taper dans les vagues, comme on peut le voir là sur certaines images, forcément le bateau va faire du bruit, notamment à l'intérieur où l'espace vide va finalement créer de la résonance et amplifier le son. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas forcément très confortable. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est des machines qui sont conçues pour naviguer pas à ces allures, mais sur des allures avec le vent plus portant, venant plus de l'arrière, ce qui est les conditions rencontrées sur la quasi-totalité du parcours. Donc voilà, là c'est pas là qu'exploite le potentiel du bateau à 100%, en tout cas les marins. On n'a pas des vitesses monumentales que peuvent atteindre ces machines-là. Elles sont, pour vous donner un ordre d'idée, les bateaux sont à peu près à 10 nœuds en vitesse. Ça donne un peu un ordre d'idée, et les vitesses maximum sont plutôt aux alentours des 25-30 nœuds. Donc voilà, multiplié par 2, 3 quasiment dans les mers du Sud. Allez, on est à bord du Gobos avec Alex Thompson qui a l'air très serein, surveille sa route et qu'on voit maintenant voilà, vue d'hélicoptère. On attend d'avoir des nouvelles sur l'eau, on essaie toujours de joindre du monde, c'est un peu compliqué visiblement, et on va essayer d'avoir évidemment Christophe Gaumont pour avoir des nouvelles des bateaux qui ont volé le départ. Reste qu'en tout cas, c'est vrai qu'Armel Lecléache a forcément dû faire demi-tour parce qu'on pouvait l'attendre aux avant-postes dès le départ. On est avec Mike Golding maintenant de Gamesa. C'est vrai que si on peut l'avoir en tout cas en communication, ce serait vraiment intéressant de lui demander cette fameuse ligne d'égalité. En tout cas, nous à l'écran, on n'avait pas l'impression que ces bateaux étaient au-dessus. Donc encore une fois, peut-être que l'écran l'a pas forcément bien matérialisé. C'est très difficile d'arriver à justement ajuster le tir. Il suffit qu'il y ait qu'une petite partie du bateau qui dépasse sur cette ligne-là pour que le bateau soit considéré comme au-dessus. Donc voilà, les bateaux font 18,30 mètres de long. Le marin est tout à l'arrière du bateau, donc c'est très difficile pour lui d'estimer un petit peu le placement du nez de son bateau par rapport à cette ligne qui est en réalité virtuelle. Donc là, on a la chance d'être derrière un écran de télé avec une ligne rouge bien tracée, mais en réalité c'est quasi impossible de visualiser cette ligne en réalité. Donc on a tout un système un petit peu plus technique avec une prise de repère qui permet de s'imaginer cette ligne, mais en temps normal c'est beaucoup plus difficile. On va retrouver Bruno Retailleau, le président de la SEM Vendée, qui est en direct avec nous sur l'eau. Bruno Retailleau, tout va bien? Oui, je vous entends Stéphane. Un peu de houle, c'est tranquille? Une mer qui est un peu formée, mais qui est un peu plus calme que tout à l'heure. Le vent a faibli, le départ a été donné. J'ai donné sur le bateau Le Couronné avec François Pivet. On a vu. Ça a été un moment extraordinaire avec les voiles. 5 fautes de départ, vous avez pu voir 5 bateaux qui ont dû revenir pour recouper dans l'autre sens la ligne de départ. On se demandait, oui, justement, combien de bateaux? 5 bateaux, vous nous dites? 5 bateaux ont coupé la ligne de départ, vous savez, ils ne sont pas des mobilettes, hein. Et donc, ils étaient très proches, ils ont voulu la couper avant même que François Pivet m'ait donné le signal de départ. Donc, il y a une pénalité individuelle, ce qui signifie que, très concrètement, les marins doivent faire demi-tour pour repasser et recouper la ligne de départ. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, tous les 5, sans aucun problème. C'est comment, vu de l'eau et vu de la ligne de départ, c'est 20 bateaux? C'est énorme. C'est le plus grand stade du monde, comme on a l'habitude de dire. 20 bateaux, 20 moins 1, puisque vous savez donc que Bertrand de Broc fait route sur le port, mais c'est superbe dans la mesure où on avait 19 voiles, c'était fantastique. C'était un moment là aussi extrêmement émouvant. C'était un spectacle grandiose.
Eh bien, profitez bien du spectacle. En tout cas, merci Bruno Otayo. Merci de ces impressions sur le plan d'eau. Merci, au revoir. On va peut-être retrouver, si on le peut, Alix, que j'aperçois sur le ponton du Vendée Globe. Du nouveau, Alix, concernant Bertrand de Broc? Pas vraiment. Il semblerait qu'il mette une vingtaine de minutes au moins à rentrer parce qu'il peut pas, il n'est pas encore dans le chenal et il peut pas aller à plus de 3 nœuds. Ses équipes techniques ont amené des bâches comme on leur a demandé, mais pour l'instant, pas plus. Pas plus. Ouais, donc par rapport à son Alix. tour, en fait, ce qui est assez, en tout cas, bloquant au niveau du timing, c'est que ce qu'il faut être conscient, c'est que les bateaux ont des tirants d'eau importants. Donc il y a 4,50 m de longueur de quille sous la coque du bateau. Donc, ce qui impose des hauteurs d'eau minimum. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que le timing de sortie des bateaux était justement ajusté pour qu'il y ait les hauteurs d'eau maximum. Donc les derniers bateaux étaient peut-être un petit peu limite, et les premiers aussi. Entre-temps, il y a eu une hauteur d'eau suffisante. Par contre, je pense que du côté de Bertrand, pour son retour, il a intérêt à pas forcément trop traîner s'il veut qu'il y ait suffisamment d'eau sous sa coque et sous sa quille pour pouvoir rentrer. Je pense que s'il a déjà un éclat à l'avant du bateau, ça serait dommage qu'il en ait un autre sous la quille. Bon, évidemment, on va attendre le retour de Bertrand de Broc dans 20 minutes, puisqu'on est ensemble jusqu'à 14h, bien sûr. On espère avoir les premiers mots de Bertrand de Broc à ce retour au Sable d'Olonne, alors qu'il n'a, je vous rappelle, pas franchi la ligne de départ et qu'il lui reste 10 jours désormais pour la franchir à nouveau. Ça va dépendre de quoi, le fait qu'il puisse repartir ou pas? Ouais, je pense que ça dépend de l'ampleur des dégâts quelque part. Donc ça, des spécialistes qui vont regarder, qui vont estimer un petit peu l'éclat de l'impact, enfin la taille de l'impact. Après, c'est des matériaux composites, donc ça demande quand même des temps de séchage. Voilà, c'est de la fibre de carbone, etc., avec de la résine qui crée un petit peu cette rigidité. C'est comme ça qu'est conçue la totalité de la coque. Donc il va falloir déjà s'assurer que ce soit pas structurel vis-à-vis des pièces qui peuvent être clés sur le bateau, que ce soit les haubans, ce qui tiennent le mât, voilà, des pièces clés qui pourraient gravement endommager le bateau par la suite. Si c'est simplement une pièce qui permet d'étanchéifier le bateau, ça pourra aller très très vite. On a vu, on va aller avec Samantha Davis à bord de Savéole. Voilà, Samantha qui est partie pour son deuxième Vendée Globe, qui espère forcément monter sur au moins une marche plus haute qu'il y a 4 ans, puisqu'elle avait terminé 4e de la course sur l'ancien bateau Veolia Environnement de Roland Jourdain en 2008, et ce qui était le style Veolia en 2004. Elle ne l'a en main que depuis le mois de mars. Et elle nous disait d'ailleurs qu'elle avait réaménagé la cuisine en rachetant le bateau, qui prenait beaucoup trop de place à son goût. Samantha, donc, pour son deuxième tour du monde, qui va sans doute nous faire encore beaucoup vibrer grâce aux vacations, et puis également aux caméras embarquées. Le premier classement doit tomber à quel moment? C'est 16h, je crois. Ben, je sais pas, je saurais pas vous répondre, mais bon, globalement, le classement, de toute façon, on l'a sous les yeux, et on se rend vraiment compte sur les images de finalement pas la rapidité, mais on se rend compte que Safran a beaucoup plus de vent. J'expliquais tout à l'heure, le fait qu'il soit en avant de la flotte permet de bénéficier d'un vent beaucoup plus frais, pas pollué, pas perturbé par les autres bateaux, par les autres voiles des autres bateaux. Et par exemple, le bateau de Jean Le Cam, on le sent beaucoup moins appuyé, un petit peu plus lent, qui tape un peu plus dans la mer que le bateau qui est en tête actuellement de Safran. Bien, on va essayer. Juste une question, Witia, sur le mal de mer. Ça peut être long pour certains de s'amariner, comme on dit. Effectivement, il y en a qui sont plus ou moins sujets au mal de mer, des skippers qui ont jamais forcément ressenti cette chose-là. D'autres qui sont beaucoup plus sensibles par rapport à ça. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en plus dans des conditions qui tapent un petit peu, c'est souvent quand on rentre à l'intérieur du bateau, il peut y avoir des odeurs, des fois de gasoil ou des choses qui sont pas forcément hyper favorables à se sentir bien. Voilà, donc en général, en tout cas on l'avait vu sur l'édition précédente où c'était très violent dès le départ. En général, il faut 2-3 jours pour s'acclimater et être vraiment marinisé un petit peu dans le milieu, quoi. Bah, écoutez justement ce que nous racontait Jean-Pierre Dick il y a quelques jours sur ce qu'il a connu il y a 4 ans concernant le mal de mer. C'était la première fois que j'ai été malade en course, départ il y a 4 ans, parce que c'est vrai qu'on a été cueillis par une mer assez forte. Voilà, bon j'ai la chance d'avoir juste des symptômes gastriques, si vous voyez ce que je veux dire, et pas de céphalée ou pas de problème. Donc quelque part, c'était plus la difficulté, c'était plus au bout d'une journée et demie, lorsque vous n'êtes pas alimenté, vous affaiblissez. Mais bon, là, en l'occurrence, j'avais eu une bonne préparation physique, un bon foncier, et donc j'ai pu tout de même rester dans les bateaux de tête. Donc, vous avez vomi les 36 premières heures, je crois, c'est ça? À peu près, ouais.
Et ça vous arrive jamais dans ces cas-là de vous dire non mais qu'est-ce que je fais là? Je fais demi-tour, je rentre à la maison me coucher? Honnêtement, non. Non, jamais. Non, pourquoi? Parce on a une motivation hors du commun lorsqu'on fait un projet comme ça, trouver les sponsors, monter un bateau, il faut gérer une équipe. Donc c'est vraiment presque la cerise sur le gâteau. C'est que du plaisir et voilà, même dans des moments difficiles, bizarrement, il n'y a pas de, enfin en tout cas ce qui me concerne, il n'y a pas de découragement. Non, il vaut mieux pas d'ailleurs quand on part sur une épreuve comme ça. 36 heures donc à vomir sur il y a 4 ans pour Jean-Pierre Dick. On imagine les conditions pour lui. Tiens, on voit le beau bateau de Samantha, le Savéole, qui a emmené, je vous le disais tout à l'heure, Samantha, des tomates cerises sur son bateau pour ses premiers jours. Quelques produits frais, des concombres, des mangues, de l'ananas, je crois, du pamplemousse. Voilà. Pour c'est vrai que pour parler un petit peu de la nourriture à bord. Il faut beaucoup se connaître dans ce domaine-là, parce que c'est pas forcément les choses qu'on aime à terre qu'on va apprécier en étant en mer. Ouais. Bizarrement, on change un petit peu d'habitude alimentaire et tous les goûts qu'on apprécie en temps normal sont pas forcément appréciés sur l'eau. Ne serait-ce que par rapport au contexte qui bouge beaucoup, donc les choses un peu grasses, un peu huileuses, pas forcément les bienvenues. Donc voilà, il faut en tout cas bénéficier d'une certaine expérience, d'un certain retour de soi, pour pouvoir faire les choix les plus judicieux possibles vis-à-vis de la qualité de la nourriture embarquée. Question de nourriture, tiens, il y en a un qui emmène du très 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 frais, ça restera pas longtemps évidemment sur le bateau. Marc Guillemot qui emmène des huîtres à bord. À chaque départ de course, j'embarque quelques huîtres, des plates bien sûr, des plates de la baie de Quiberon. Et puis j'en profite pendant 2 ou 3 jours et c'est vrai que ça donne du peps en plus, hein. Oui, c'est plein d'énergie, c'est naturel, c'est bon et c'est un vrai plaisir à terre et encore plus en mer, puisqu'en mer on a l'avantage de pouvoir les déguster et jeter par-dessus le bord, ce qu'on fait jamais dans sa cuisine ou chez soi. Donc c'est vraiment un réel petit plaisir. Et puis l'autre plaisir, c'est des petites boîtes de sardines, j'adore les sardines. C'est plein d'énergie aussi, c'est plein de vitamines. Enfin, il y a que des bonnes choses. Et je préfère bien manger que ce soit les sardines ou des huîtres plutôt que des barres énergétiques que j'ai du mal à ingurgiter. Marc Guillemot, donc. Alors qu'on est au-dessus du très beau bateau de Vincent Rioux, le 60 pieds du sponsor vendéen, qui est depuis 20 ans maintenant dans cette course, qui a remporté 2 éditions. Ce qui est évidemment un record avec Michel Desjoyaux et donc avec Vincent Rioux. Michel Desjoyaux qui disait récemment que si Vincent Rioux gagnait à nouveau sous les couleurs de PRB, il repartirait pour essayer de le battre à nouveau. On va retrouver Christophe Gaumont, le président du comité de course, qui va nous tenir informé justement des départs volés qu'il y a pu y avoir tout à l'heure. Christophe Gaumont. Oui, bonjour. Bonjour. Qui a donc volé le départ tout à l'heure? Tout le monde était un peu pressé de partir. Oui. Il y avait 5 bateaux donc, qui sont partis trop tôt. Oui. De tête, Energa, Groupe Bell, PRB, Massif et Banque Populaire. PRB aussi, d'accord. Ouais. Donc ces 5 bateaux ont fait demi-tour, sont revenus du côté pré-départ et on refranchit la ligne de départ et maintenant tout le monde est en course, tout le monde est parti à l'exception d'un bateau qui a dû faire route sur les sables d'Olonne. C'est ce qu'on nous a dit effectivement. On a vu François Gabard Massif couper la route à tout le monde pour pouvoir reprendre vite le départ. C'était un peu chaud, en tout cas sur les images. Hein. Ouais, j'ai pas eu les images en direct. Vous l'avez vu, vous ? C'était un petit peu chaud. C'était un départ aussi tendu que pour un parcours d'1 heure. Ouais. Ah oui. Ah oui, c'était un départ comme on voit souvent sur les régates de petite durée. Là, c'est le même type de départ avec des gens qui sont partis un petit peu tôt. Ouais, mais c'est vrai que nous, c'est ce qu'on se disait, on voit la ligne matérialisée à l'image. Pour eux, c'est un peu plus compliqué quand même de mesurer effectivement s'ils mordent ou pas. Ouais. Et puis bon, ils sont tout seuls sur des bateaux qui sont pas manœuvrables dans la seconde comme ça peut Exactement. être avec un équipage aguerri. Est-ce que vous avez eu des informations concernant Bertrand de Broc ? Non, a priori les dégâts dont je ne connais pas exactement la nature ne semblent pas trop graves et un nouveau départ pourrait être proche, mais là on est encore sur l'eau, j'ai pas d'autres infos sur ce qui se passe à terre. Merci en tout cas de ce point Christophe Gaumont, merci beaucoup à vous, merci et bon retour ensuite au port des Sables. Merci de nous avoir apporté ces informations, merci. Au revoir. Au revoir.
Bertrand De Broc, donc on aura la réponse sur l'état de son avarie dans quelques minutes, puisqu'on l'attend évidemment ici à Port-Olona, au Sable d'Olonne. On va peut-être marquer une pause rapidement. On est ensemble jusqu'à 14h pour suivre le départ de cette 7e édition, puis on se retrouve dans un instant. Restez avec nous, à tout de suite.